Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Négociations intenses aujourd'hui à Genève ce matin entre les Américains et les Iraniens et cet après-midi entre Russes, Américains et Ukrainiens. Alors pourquoi, comment Trump essaie-t-il de manœuvrer sur ces deux dossiers chauds qui s'imposent à lui? Eh bien nous allons en parler avec le géopolitologue Alexandre Delval. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à l'appel de Choc du Monde. C'est un plaisir de vous recevoir parce que vous venez de publier le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique aux éditions L'Artilleur. L'Ukraine et puis aussi l'Iran, comme je viens de l'évoquer. C'est un peu le premier dossier qui s'impose, en tout cas chronologiquement, puisque les émissaires américains et iraniens sont aujourd'hui à Genève avant de discuter avec les Russes et les Ukrainiens. Alors, pour résumer la situation, Donald Trump, ou en tout cas sous l'influence de Benjamin Netanyahou et d'Israël, voudrait, dans l'idéal, négocier un accord, entre guillemets, comme on dit, maximaliste avec Téhéran, qui impliquerait non seulement le nucléaire iranien, mais aussi le programme balistique qui menace l'État hébreu, le programme balistique iranien, et puis évidemment les milices, en tout cas qui sont plus ou moins affédées, liées à Téhéran. Et bien sûr, la question des droits de l'homme. Peut-il obtenir encore, à votre avis, un accord, ou en tout cas une négociation maximaliste, ou est-ce déjà plié et un peu, j'ai envie de dire, gagné pour Téhéran? Je pense que le maximalisme a été abandonné par Trump dans les faits. Dans les déclarations, il ne peut pas le dire comme ça. Alors il a dit, s'il faut, on changera de régime, ce serait peut-être la meilleure solution. Et en même temps, les diplomates américains et iraniens négocient sur un plan plutôt minimal, puisque au départ, c'était 4 exigences, dont abandonner les proxys. Il y avait bien sûr l'uranium nucléaire, il y avait aussi bien sûr le balistique et à l'intérieur du régime arrêter de persécuter l'opposition. Et on voit qu'aujourd'hui, le plan de départ, la base de la négociation en cours, eh bien, en fait, à Oman et à Genève, la base de la négociation, c'est surtout le nucléaire militaire. Le fait même que les négociations aient commencé après 2 petites annulations qui étaient des annulations de l'annulation, en fait, on se rend compte que Trump voudrait un accord. Finalement, il se satisferait d'un accord Obama bis, le JCPOA de 2015. Et s'il a ça, ça ennuie les Israéliens. C'est plutôt les Israéliens qui veulent un accord maximaliste parce que les Israéliens veulent inclure le balistique. C'est sûr que si un missile hypersonique peut détruire un quartier de Tel Aviv ou de Jérusalem, ça n'enchante pas les Israéliens. Et donc, Trump va-t-il plutôt pencher en faveur de ses alliés musulmans qui sont un lobby extrêmement important en faveur du lobby pro-israélien? Il est partagé entre les deux. Et il n'est pas plus pro-israélien que pro-islamique, puisque les Saoudiens, les Turcs, les Pakistanais, les Qataris et les Émirats, ça fait beaucoup, et la Turquie, bien sûr, lui ont demandé et exercent des pressions énormes pour ne pas intervenir massivement. C'est ça l'élément clé, l'élément décisif des dernières négociations, selon à peu près la presse anglo-saxonne, le Financial Times, mais aussi les médias israéliens. Inet dévoilait il y a ces derniers jours le fait que les administrateurs, enfin les émissaires iraniens craignaient en effet l'influence des pays arabes. Entre 5 et 10 puissances arabes négocient justement aussi arabes avec et musulmanes, les États-Unis. Il y a aussi le Pakistan et la Turquie, bien sûr. Négocient durement pour éviter évidemment l'escalade régionale et évidemment aussi éviter une contagion potentielle s'il y avait une chute de régime en Iran. C'est bien pour ça qu'ils refusent et il y a des choses très intervention américaine. Voilà, et il y a des choses très cyniques que seul un opposant iranien a dit dans une émission dont j'ai oublié le nom, mais très peu de gens le disent. Il y a aussi une dimension extrêmement cynique. Qui a intérêt, parmi la Turquie, le Qatar, les Émirats et surtout l'Arabie saoudite, ont-ils intérêt, tous ces pays, y compris d'ailleurs le Pakistan, à un Iran qui ne soit plus sous sanctions? Imaginez dans quelques années un Iran dirigé par le Shah, libéral, pro-occidental, pro-américain. Il n'y a plus aucune raison de mettre en œuvre des sanctions. Et cet Iran met sur le marché des millions de barils de pétrole et autant de gaz, deuxième réserve de gaz du monde, et tout le pétrole. Ça serait une concurrence inacceptable pour l'Arabie saoudite. Et même en Israël, certains se disent on risque d'être remplacé. Si un jour il y a un Iran qui a 92 millions d'habitants, autant pro-occidental, parce que la société l'est qu'Israël, mais beaucoup plus puissant, qui peut faire même de l'industrie et toutes sortes de technologies avec 30 000 ingénieurs formés par an, ça ennuie. Donc, si vous voulez, tout le monde
monde, dans la région, voudrait le statu quo. Un Iran sous sanctions, faible, mais on ne fait pas un changement de régime parce que le changement de régime changerait trop la donne et serait un concurrent existentiel pour les proxys et alliés et autres des États-Unis. Le statu quo donc au Moyen-Orient qui serait dans l'intérêt du plus grand nombre. Alors, est-ce qu'il y aura aussi un statu quo en Ukraine? C'est une question qui se pose puisque, donc je le disais, les Russes, les Ukrainiens et les Américains doivent se rencontrer cet après-midi 17 février à Genève. Selon Volodymyr Zelensky, les Américains, Donald Trump veulent à tout prix une fin des combats d'ici l'été. Alors pourquoi, comment Donald Trump peut-il forcer la main à Kiev? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Alexandre Delval, dans votre essai, je reviens à votre essai, la guerre d'Ukraine, vous dites, a été un accélérateur absolu du monde, enfin de la fin du monde occidental et nous dirige donc vers un monde post-occidental. Maintenant, Donald Trump presse encore plus Volodymyr Zelensky. Il veut donc, comme je le disais à l'instant, la paix avant l'été, mais il conditionne le maintien de ses futures garanties de sécurité à la tenue d'élections présidentielles et à un référendum sur cette paix à la mi-mai 2026. C'est demain, la mi-mai 2026. Oui. C'est le Financial Times qui l'a révélé, citant des responsables ukrainiens et occidentaux. Zelensky pourrait même, toujours selon le Financial Times, l'annoncer le 24 février prochain, même s'il a toujours accepté jusque-là, en prétextant de la loi martiale. À votre avis, Alexandre Delval, Trump est-il juste ou trop sévère avec Volodymyr Zelensky? Moi, je pense qu'il est réaliste. Vous savez, nos renseignements occidentaux estiment que pour que la Russie obtienne les territoires qu'elle revendique dans les 4 oblasts, il y a aussi des bouts d'oblasts non revendiqués, non annexés, qui commencent à être grignotés. Mais dans les oblasts annexés, la Russie dit « aidez-nous à récupérer pacifiquement ce qu'il manque », ça dépend, parfois c'est 15, parfois c'est 30%, entre le Donetsk et Zaporijjia. Et l'idée, c'est d'obtenir pacifiquement ces territoires. C'était le plan Trump en 28 points. Les Européens et les Ukrainiens disent non. Et les Européens disent à Zelensky ne pas signer, puisqu'il n'y a aucune raison de donner, et on peut comprendre d'un point de vue moral, pourquoi on donnerait aux Russes une partie de territoire qu'ils occupent, qu'ils ont annexé illégalement. Non, on va continuer à se battre. Mais nos services savent parfaitement que d'ici 1 an à 1 an et demi maximum, mais probablement plutôt 1 an, un expert ukrainien lui-même me le disait au téléphone tout à l'heure, un expert militaire ukrainien qui est pro-Kiev, qui n'est pas du tout un espion pro-russe, très très pro-Kiev, il me disait les Russes de toute façon n'ont aucun intérêt à signer une paix qui ne soit pas favorable. Parce que de toute façon, ils vont récupérer ces territoires et pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons d'engagement... Par la force, vous voulez dire ? Ils vont réussir par la force à récupérer les territoires que les Ukrainiens ne leur donneront pas par la négociation. Donc Trump, pour vous répondre, n'est pas si sévère que ça. Il essayait de dire aux Ukrainiens, les gars, moi, je n'ai pas envie de risquer une guerre nucléaire pour vous. L'Europe et l'OTAN ne vont pas être en guerre générale contre l'Ukraine, contre la Russie pour vos beaux yeux. Ce serait bien moralement, mais nous, on ne sait pas notre intérêt. Donc vous n'avez qu'une solution, soit de vous négocier maintenant, soit dans 1 an, ce sera plus défavorable pour vous. Alors peut-être que les Ukrainiens héroïques vont déjouer le sort. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il semble se profiler, c'est ce que dit Trump. Donc en fait, il n'est pas du tout sévère. Il leur dit, plus on signe tôt, ou pas trop tard, moins vous allez perdre. Donc ça veut dire que les Ukrainiens vont probablement perdre plus de territoire, parce que les Russes commencent aussi à grignoter d'autres régions que les oblasts revendiqués et annexés. Et donc les Ukrainiens vont peut-être avoir pire, avec 100 000 morts de plus dans 1 an et demi. C'est pour ça que le plan européen, pour moi, est un plan inhumain. Inhumain parce que les Européens disent ne signez pas pour des raisons morales. Refuser la capitulation, entre guillemets. Refuser une capitulation, mais c'est bien d'être jusqu'au boutiste quand on a les moyens. C'est comme si je vous dis de continuer à vous battre dans la rue, alors vous êtes le plus faible des deux, on vous aidera. Puis personne n'arrive. Nous proposons aux Ukrainiens quelque chose que nous ne sommes même pas capables de tenir. La promesse n'est pas tenable parce que la seule façon de faire gagner les Ukrainiens, il n'y en a pas 36.
c'est d'envoyer 300 000 hommes. Pas 30 000 hommes qu'on a prévus, là. Vous savez, après la guerre, très loin du front, la proposition la coalition des volontaires. La seule solution, c'est faire mourir des centaines de milliers d'Européens. Or, et de risquer une guerre générale avec la Russie, peut-être nucléaire, peut-être pas, mais générale. Aujourd'hui, aucun Européen n'est prêt à ce sacrifice. Donc, la demande des Européens, comme au début de la guerre, quand il y avait un plan qui aurait sauvé les meubles pour l'Ukraine et il y aurait eu très peu de territoire dans le Donbass envahi, les Européens, déjà avec Boris Johnson et d'autres Européens, mais aussi Biden, les Occidentaux avaient dit ne signez pas. Donc c'est ça le grand drame pour les Ukrainiens, c'est la responsabilité d'un côté et l'éthique de conviction, comme dit Max Weber, de l'autre. La conviction, parfois, ça se paye très cher. Donc du moralisme selon vous. Alors, oui. Vous évoquez les Européens, il y a des esquisses, je souligne bien, des esquisses d'inflexion. Le Kremlin a accueilli la semaine dernière avec diplomatie les volontés d'Emmanuel Macron de dialoguer de nouveau avec la Russie. Le président français, rappelons-le, a visiblement tenté de renouer des contacts à minima au niveau technique avec Moscou. Mais il a été critiqué, par exemple, par le président lituanien Gitanas Nausėda, qui l'a accusé de, je cite, frapper à la porte du Kremlin. À votre avis, pour l'Élysée, pour les Européens, le temps est-il donc venu de discuter avec Moscou ? Ou est-ce déjà trop tard ? Alors, le temps est venu, mais surtout, à part les Lituaniens, quelques Polonais et quelques Roumains qui sont arc-boutés dans leur vision d'une Russie soviétique et qui n'arrivent pas à dépasser les douleurs de l'histoire, on peut les comprendre, mais est-ce que nous, on a intérêt à se laisser entraîner dans le revanchisme des pays baltes ? Regardez ce que font les pays baltes aujourd'hui. Ils sont en train de persécuter leurs minorités russes. On a l'impression qu'ils cherchent un conflit du type Ukraine ou Géorgie bis. Quand vous réduisez les droits des minorités des russophones dans un certain nombre de pays, vous donnez un prétexte à l'ordre russe. On dirait que tous ces petits pays de l'Europe de l'Est, les plus anti-russes, donc je ne parle pas de la Hongrie, etc., ou de la Slovaquie, on dirait qu'ils ne sont pas sages. On dirait qu'ils voudraient nous entraîner dans une guerre qu'ils ne peuvent pas mener tout seuls. Ils voudraient entraîner tout l'Occident dans une immense guerre contre la Russie. Mais tout cela est extrêmement dangereux. Et heureusement, M. Macron, comme M. Merz d'ailleurs, qui veut réarmer l'Allemagne, mais M. Merz et Macron ont envisagé ils ont envisagé tous les deux. Ils ont envisagé un moment de parler avec les Russes. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que si on laisse les Américains s'entendre avec les Russes sur notre dos, c'est la thèse de mon livre, parce que c'est ce qui est en train de se passer, nous allons être les dindons de la farce. Et il y a quelques Européens qui ne sont pas tout à fait contents à l'idée d'être les dindons de la farce. Alors, vous évoquez une nouvelle fois ce changement de discours. À Moscou, cela est quand même reçu avec quand même un peu de scepticisme. Oui. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a fustigé la myopie et l'irrationalité politique des dirigeants refusant le dialogue avec Moscou. Je reviens à votre essai que vous évoquez aussi, mais parce que dans votre essai, Alexandre Delval, mais corrigez-moi si je me trompe, vous croyez quand même davantage à la rationalité des acteurs en géopolitique. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord avec Dmitri Peskov et voir de l'irrationalité politique dans les dirigeants qui refusent en effet le dialogue avec Moscou ? Alors oui, les seuls acteurs dans le monde, à part quelques djihadistes complètement fanatiques, mais les seuls acteurs dans le monde qui ne sont pas animés de réalisme, ce sont les moralistes européens. Et c'est l'une des thèses de mon livre sur le monde post-occidental. Ce qui a caractérisé l'Occident depuis quelques décennies, depuis les années 80-90, ça a été une dérive moralisante. C'est cet Occident universel qui se veut prosélyte, religieux littéralement, mais vraiment une religion, étendre partout le globalisme, l'universalisme, le droit de l'homme, des droits de l'homme, la démocratie libérale. Et là, on n'est plus dans le rationalisme. L'histoire des relations internationales n'a jamais été faite de cette manière. Même à l'époque de la chrétienté moyenâgeuse et de l'islam conquérant, il y avait des zones où on était réaliste et on ne cherchait pas à exporter. Il y avait un minimum de relativisme. Et il y avait des zones qui se faisaient la guerre, mais il n'y avait pas cette volonté forcément toujours d'exporter partout dans le monde, dans tout l'univers, un seul système. Donc ça, c'est totalement irrationnel. Et moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Il faut que l'Occident se déglobalise, comme l'Amérique est en train de se déglobaliser. Nous assistons à la déglobalisation de l'Empire américain. Ce n'est pas la fin de l'Empire américain. Trump est un impérialiste, mais un impérialiste régional
régional, hémisphérique. C'est la fin du globalisme de l'Empire américain. Et si l'Europe continue à être le seul défenseur de l'OIL, l'ordre international libéral, le globalisme, elle sera le dindon de la farce parce qu'elle n'est pas dans le réalisme. Elle est dans l'exportation d'un système à l'extérieur qu'elle n'arrive même pas à défendre dans ses propres villes. Regardez les capitales, regardez Londres, regardez les banlieues parisiennes, regardez la Belgique, la Suède. Nous avons des capitales en Europe où la civilisation européenne et encore moins les valeurs libérales ne sont même plus défendues dans des quartiers islamisés où c'est écrit Sharia Zone Control. Alors, comment on peut exporter des valeurs à l'extérieur qu'on n'est même pas capable d'appliquer chez nous? C'est ça tout le problème de l'Occident qui s'est perdu, qui s'est dilué dans le globalisme et au détriment de ses intérêts premiers. Alors, je vais vous interroger sur le monde qui vient, Alexandre Delval, parce que donc dans votre essai, et vous le dites à l'instant, l'ordre international libéral, bâti, vous le rappelez, en 1945, dominant depuis 1991, touche à sa fin. Trump et la guerre en Ukraine en accélèrent la fin. Bon. Oui. Mais là, le monde qui se dessine a quand même l'air très fragile et on le voit bien dans l'immédiat dans les négociations autour de l'Ukraine, autour peut-être de l'Iran aussi. Un intellectuel russe qui s'appelle Fyodor Lukyanov, qui est membre du cercle Valdai, estimait que l'entente réelle entre Washington et Moscou était difficile parce que d'un côté, les États-Unis, Donald Trump, veulent un accord de paix en Ukraine, un accord, comme Trump n'arrête pas de le répéter, mais la Russie, de son côté, veut, je cite, un système de sécurité. Donc, en fait, elle veut plus qu'un accord. Et à cause de ça, ce qu'on appelle l'esprit d'Anchorage, de la première rencontre entre Trump et Poutine, commence quand même à s'estomper. En tout cas selon Lukyanov, selon lui. Donc ma question, Alexandre Delval, que je lis à vos analyses dans votre essai, l'entente entre Trump et Poutine peut-elle, selon vous, vraiment concrétiser un nouvel ordre mondial, l'ordre de demain? Oui, moi je pense que en dépit de toutes ces difficultés. Je pense que oui, on n'y est pas encore. Souvent, quand on parle du Yalta, moi je précise, c'est un Yalta en cours d'élaboration, mais avant Yalta, chacun avance ses pions. Nous sommes dans la phase pré-Yalta, où chacun avance ses pions. À un moment, il y aura une limite qui va s'établir. Et au lieu d'avoir 2 acteurs, nous avons au moins 3, voire 4 avec l'Inde, mais on en a au moins 3 avec la Chine. Regardez d'ailleurs le traité New Start qui a expiré début février. Les Américains, comme les Chinois, comme les Russes, ont bien compris que si on veut refaire un New Start, il faudra associer les Chinois. Donc on est dans un monde tripolaire et non plus bipolaire. Les Chinois et les Russes ne sont pas forcément éternellement des amis. Et dans ce nouvel ordre international, il n'y a plus d'alliance contraignante. L'Amérique ne veut plus être contrainte par l'OTAN. La Chine ne veut pas être contrainte par la Russie. D'ailleurs, elle ne va pas vraiment au secours d'elle directement, c'est indirect. L'Iran, c'est pareil. Le Venezuela, ils n'ont pas bougé, non pas parce qu'ils sont lâches ou faibles, mais parce qu'ils s'intéressent à leurs intérêts premiers avant tout. C'est ça, le nouvel ordre international qui est en train de se mettre en place. C'est un nouveau concert des nations. Et d'ailleurs, le fait que Steve Witkoff, qui est un magnat de l'immobilier, conseiller spécial, envoyé spécial de Trump, ainsi que Jared Kushner, qui a quand même son beau-fils. Voilà, son beau-fils, sa société d'immobilier Affinity Partner a reçu 2 milliards de dollars de financement de l'Arabie Saoudite. Witkoff a des intérêts financiers, économiques dans le futur et même dans le passé en Russie. On voit bien que l'Amérique, elle est dans le transactionnalisme. Elle veut bien dealer avec la Russie, avec la Chine. Il va y avoir donc un partage de zones d'influence. C'est pour ça que plus M. Trump dit « je suis chez moi au Groenland, au Panama et au Mexique, pourquoi pas, et au Venezuela », plus ça encourage les Chinois à comprendre le message. Donc moi, je suis chez moi en Ukraine, russe, et moi, je suis chez moi à Taïwan, chinois. D'ailleurs, dans 2 mois, M. Trump va rencontrer Xi Jinping. Et vous avez remarqué, ça ne vous a pas échappé, qu'après des déclarations de menaces, d'énormes tarifs, eh bien, ils se sont très bien entendus parce que chacun tient l'autre, chacun montre ses pouvoirs de nuisance. Et en fait, Xi Jinping s'en est tiré avec 10% de tarifs et nous 15%. C'est-à-dire que... il y a le levier des terres rares dont nous avons d'ailleurs parlé dans Choc du Monde. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas en la guerre mondiale parce qu'il y a trop d'interdépendance. Et grâce à Dieu, si j'ose dire, et grâce peut-être au dollar, mais grâce à Dieu, on a des hommes d'affaires à la tête des États-Unis qui veulent faire du business. Et il y en a beaucoup à faire en Russie. Il y a un plan, Witkoff et Dmitriev, l'homme qui tient le fonds souverain russe, l'un des 2 fonds souverains russes, pas le fonds national de bienfaisance, le second fonds qui est moins doté, mais qui a quand même pas mal de dotation. L'idée, c'est un plan peut-être de 12 000 milliards de dollars de développement, de valorisation des ressources russes. Donc c'est un plan extrêmement bénéfique et ça nous rappelle, pour conclure, ce qu'avait dit Kissinger à Deng Xiaoping. Nous, puisque vous avez lâché les Russes
Et en échange, on a enlevé nos représentations, nos ambassades à Taïwan. On peut vous donner quelque chose aussi pour vous motiver de rester détaché des Russes sous la guerre froide. Nous allons développer l'économie chinoise. C'était le plan Kissinger. On développe la Chine pour la fidéliser contre la Russie. Aujourd'hui, le triangle kissingerien s'est inversé. C'est la Chine qui est trop puissante. Donc c'est avec la Russie qu'on va trouver des motivations pour que l'un, non pas lâche, mais s'éloigne de l'autre. Et donc tout ça, c'est le pré-Yalta qui est en cours. Mais je pense qu'on va trouver un équilibre à un moment ou à un autre parce que aucune de ces grandes puissances n'est assez folle pour penser qu'on peut aller dans une guerre, une déflagration mondiale, bien sûr. Mondiale, nucléaire, qui serait une folie. Mais surtout, au-delà d'une folie, c'est impossible. Des conflits régionaux. Oui. Bon, mondiaux peut-être pas, mais Oui. bon, l'Ukraine, en l'occurrence, est un conflit aux implications Absolument. mondiales, vous le dites, Oui. mais régional, enfin... Oui. Local, très local, Oui. mais ce schéma-là pourrait se répéter. Oui, mais il y a une certaine Y rationalité. croyez-vous ? Regardez la preuve qu'il y a une rationalité. C'est que quand les Ukrainiens ont voulu nous entraîner tous dans une guerre avec la Russie en faisant bombarder des territoires russes, mais surtout des bombardiers stratégiques russes qui étaient visibles dans le cadre du traité New Start, dans le cadre de la confiance réciproque, les Américains n'ont pas vraiment apprécié cet entraînement. Et même si des images ont été données par les anglo-saxons, notamment les Anglais, le MI6 et d'autres services anglais, apparemment, les Américains n'ont pas, surtout M. Trump et son administration, n'ont pas accepté. Et il n'y a pas eu de poursuite. Il y a eu un dialogue stratégique. Les Américains ont dit aux Russes, vraiment, nous sommes désolés, maîtrisez votre réaction. Nous allons essayer que ça ne se reproduise pas. Et il y a constamment un dialogue. C'est comme l'Iran. Quand l'Iran a bombardé une base américaine au Qatar, c'était téléguidé, c'était parfaitement... et même entre Israël et l'Iran... C'est passé, en effet... entre Israël et l'Iran, les acteurs sont très rationnels. La diplomatie turque, la semaine dernière, avait dévoilé avoir reçu le message des premières frappes américaines sur Fordo. Donc vous voyez, voilà, que ça soit l'Iran, l'Ukraine, la Russie, que ça soit l'Iran, Israël, on voit bien qu'à chaque fois, il y a quand même un dialogue. Ce qu'on appelle un dialogue stratégique, c'est pas que se parler, c'est on sait la grammaire de l'autre. On a la même grammaire. Et donc on sait, vous voyez, on ne sort pas d'un périmètre comme en lutte. Il y a quand même quelques règles du jeu que l'on respecte un minimum. Alors c'est intéressant parce que je voulais vous parler des Européens, vous évoquez les règles du jeu. Samedi dernier, enfin en tout cas la semaine dernière à Munich, de nombreux dirigeants européens se sont réunis, américains aussi, dans le cadre du Forum de sécurité de Munich. Les Allemands ont dit beaucoup de choses qui vont dans votre sens. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a affirmé que le fossé transatlantique s'était creusé, bien sûr. Il répondait un an plus tard à J.D. Vance, parce que rappelez-vous, il y a un an, le vice-président américain, aussi à Munich, avait fustigé les dirigeants européens et l'Union européenne. Pour lui, l'UE était menacée de l'intérieur par une érosion des valeurs démocratiques fondamentales. Merz a déclaré le 13 février dernier que les Européens s'étaient réveillés, étaient sortis de leur, je cite, « longue vacances loin de l'histoire du monde », mais il a aussi affirmé que la guerre culturelle du mouvement MAGA n'était pas la leur. Vous en parlez de cette querelle entre globalistes et localistes. Oui. Alors, écoutons d'abord Merz pour que tout soit clair. Entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, un fossé s'est creusé, une profonde fracture s'est ouverte. Le vice-président J.D. Vance l'a dit très clairement ici à Munich, à cet endroit, il y a un an. Il avait raison. La guerre culturelle du mouvement MAGA n'est pas la nôtre. J'ai envie de vous demander, Alexandre Delval, la guerre du mouvement MAGA, devrait-elle être la nôtre en fait ? Oui, parce que tout dépend de ce qu'on appelle le MAGA et ce qu'on appelle la guerre du MAGA. Mais si ce qu'on appelle cette guerre du MAGA, c'est sauver la civilisation occidentale, et comme le dit Ortega y Gasset, vouloir une continuité historique, c'est la normalité des choses. De même que vous et moi, nous savons que nous allons mourir. Mais on aimerait que ça soit le plus tard possible. Pareil pour nos enfants, nos épouses, etc. Eh bien, c'est un peu pareil pour les nations. Elles savent qu'elles sont mortelles, mais justement, elles essaient de survivre le plus longtemps possible. Or, le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne décide pas de survivre. Depuis quelque temps, l'Europe organise même son autodestruction. Nous n'avons jamais vu l'équivalent
d'un auto-effacement civilisationnel programmé, défendu par les élites, et ceux qui veulent la continuité historique, ce qui est la chose normale depuis l'histoire de l'humanité, eh bien ceux qui veulent la continuité historique de leur nation sont diabolisés d'une manière absolument incroyable. Regardez le DSA, regardez les mesures de l'Union européenne pour freiner toute expression des mouvements dits populistes, nationalistes, dangereux. On voit bien que l'Europe est dans une sorte de suicide civilisationnel. Elle persécute les éléments qui veulent sa survie et elle valorise les éléments qui viennent de la civilisation la plus hostile à la civilisation occidentale chrétienne, c'est-à-dire la civilisation islamique. Et ça ne diabolise pas les musulmans, parce que les musulmans individuellement peuvent très bien être pro-occidentaux. Mais la civilisation islamique, vue comme un bloc, elle est aujourd'hui gagnée par des tendances quand même extrêmement théocratiques. L'islamisme, pas que l'islam, mais l'islamisme politique, cette vision théocratique, cette idée que la loi religieuse prime sur la loi humaine, c'est une idée qui monte partout dans les pays musulmans. Et pour moi, ce n'est pas ennuyeux. Quand vous n'êtes pas globaliste ni impérialiste, c'est pas grave que les autres aient un mode de développement ou de civilisation ou d'institutions ou de valeurs différents des vôtres. Le problème, c'est que nos élites font venir ce système de manière impériale, suprémaciste, conquérante chez nous. Et ça, quand le MAGA dénonce cela, il faut être fou pour le nier. Même Claude Lévi-Strauss, l'homme qui est la référence de tous les antiracistes, qui avait écrit un livre justement sur la race et le racisme, mais aussi l'anthropologie, on connaît ses œuvres structuralistes, lui-même, qui était le grand anthropologue, il disait que l'islamisme ne peut pas être compatible avec les civilisations occidentales et avec une civilisation non islamique. Donc on voit bien que c'est un suicide, que même les grands anthropologues, y compris Mircea Eliade, a parlé de l'essence de l'islamisme. Et donc quand le MAGA parle de cela, que l'Europe a une volonté d'autodestruction, comment peut-on le nier ? Moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui nient des évidences aussi crasses. Mais de là à parler d'alliance politique, il n'y aurait donc, ce serait un autre pas quand même. Si, je pense que l'alliance politique, très rapidement, est possible. S'il y a plein de petits Orban qui arrivent au pouvoir dans toute l'Europe, il est clair qu'il y aura une réconciliation entre l'Europe et l'Amérique. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de cassure à l'intérieur de ce camp. Il y a une désoccidentalisation au sens où il n'y a plus le globalisme qui règne en Occident. Il y a un retour au nationalisme, un retour aux identités, et on ne fait que retarder le mouvement en persécutant ces institutions ou ces candidats ou ces forces politiques, parce que ça monte partout, jusqu'au Portugal, avec Chega, qui est arrivé numéro 2, avec M. Ventura, Vox en Espagne, qui est encouragé par Meloni, partout, bien sûr, le mouvement nationaliste anglais qui dans les sondages serait promis aujourd'hui s'il y avait des élections, pratiquement partout, même en Belgique, avec les Flamands qui sont au pouvoir, qui sont quand même de la droite un peu plus dure, on voit bien que partout, les peuples veulent survivre, et donc ces peuples-là sont en accord total avec le MAGA américain. La différence, ça va être la guerre économique. Mais ça a toujours été. L'Amérique n'a jamais été l'ami économique de l'Europe. Elle nous a toujours fait la guerre économique depuis les années 90 avec les lois extraterritoriales. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais d'un point de vue identitaire, on peut se réconcilier. Merz a plaidé donc pour un renouveau transatlantique, pas exactement comme vous l'évoquez, Alexandre Delval. Il a estimé que les États-Unis n'étaient pas assez puissants selon l'OTAN, alors que le monde basé sur des règles n'existe plus. Vous serez sans doute en d'accord avec en tout cas ce dernier constat. Je souligne quand même qu'il veut faire de la Bundeswehr l'armée la plus puissante d'Europe, et je voulais vous interroger là-dessus. Je vous propose encore une fois de réécouter Friedrich Merz pour savoir ce qu'il a à l'esprit. Je vais le répéter aujourd'hui. Nous ferons de la Bundeswehr l'armée conventionnelle la plus forte d'Europe le plus vite possible, une armée qui reste ferme quand elle le doit. Vous évoquez le péril, vous avez évoqué, Alexandre Delval, le péril migratoire, de l'assimilation en Europe. Donc la France doit faire face à d'innombrables périls intérieurs. Devrons-nous bientôt aussi craindre les ambitions allemandes ? Pas forcément les craindre. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on envie quelqu'un qui est très musclé, on n'a qu'à faire de la musculation. Si on envie quelqu'un qui a des gros muscles mais qu'on ne fait jamais de sport, c'est une attitude assez stupide et assez comment dirais-je, assez basse d'un point de vue psychologique. Alors, je vous interromps, Alexandre, parce que si l'on regarde
les chiffres des dépenses de l'un et de l'autre, de Oui. Berlin et de Paris, que vous avez d'ailleurs sous les yeux. Écoutez, l'Allemagne a augmenté de 41 milliards en 9 ans, la France un peu moins, même beaucoup moins, 13 pour atteindre 65 milliards. Donc en fait, concrètement, comme vous dites, l'Allemagne fait quand même plus de musculation. Donc faut-il craindre un voisin qui fait plus de musculation Il ne faut que pas nous? forcément le craindre. Il faut soit coopérer avec lui dans une logique d'alliance des puissances, soit soi-même gérer un peu mieux l'État, supprimer les 12 milliards minimum de trop de dépenses. Vous savez que la réforme de l'État est possible. Il y a beaucoup d'études de l'IFRAP qui montrent qu'on peut économiser entre 12 et 70 milliards par an, mais même encore beaucoup plus. Ça dépend si on fait une réforme minimale comme Mélanie ou drastique. L'État pourrait se réformer. Un seul exemple, l'éducation nationale allemande, avec 18 millions d'habitants en plus, fait mieux, forme mieux et plus, avec un budget 30% moins élevé que le budget de l'éducation nationale. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, plutôt que de craindre ou être jaloux des Allemands, moi je pense qu'il faut les suivre. D'ailleurs, leur plan, ce n'est qu'aller à 3,5% du PIB. C'est même pas 5, comme le voulait Trump. Hein. Ils vont dépenser 100 milliards par an et avec une réserve de 500 milliards pour un plan parallèle. Donc, ils mettent des moyens énormes et moi je dis, ils ont tout à fait raison. Mais il y a aussi des dimensions personnelles. Pourquoi c'est ce dirigeant Merz qui fait cela? Il vient de Rheinmetall. Il vient de la plus grande industrie métallurgique qui a une branche militaire. C'est comme si en Italie, on avait quelqu'un qui vient de Leonardo, qui est l'industrie militaire italienne. Et donc, il y a aussi des intérêts tout à fait particuliers parce que l'un des problèmes des pays occidentaux, c'est qu'on a des hommes politiques qui représentent tous pratiquement soit des multinationales, soit des intérêts privés, partisans, mais qui n'ont pas forcément que l'État comme aiguille et comme boussole. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut se réarmer, pas forcément pour faire la guerre avec la Russie, mais il faut se réarmer tout court, puisque nous avons des armées dépouillées, par exemple Taïwan. Pourquoi Taïwan perdrait une guerre contre la Chine? Depuis 15 ans déjà, beaucoup d'observateurs avertissaient que Taïwan se désarmait trop. Taïwan avait réduit le nombre de soldats de son armée, elle avait réduit le pourcentage du PIB consacré à la défense. On a beaucoup d'exemples comme cela. La Côte d'Ivoire jadis, l'Arménie qui avait gagné des guerres contre l'Azerbaïdjan dans les années 90. Petrosian, l'ancien président, disait « Attention, les Azéris voudront leur revanche ». Et pendant 20 ans, les Arméniens ont cru qu'ils allaient avoir la paix sans se réarmer, alors que les Azéris préparaient de manière ostensible la guerre. Donc vous voyez, on n'a pas que la Russie comme ennemi. Puis au sud, pour conclure, au sud de la Méditerranée, on a un pays qui est très menaçant, mais qui, lui, contrairement à la Russie, envahit un pays de l'Union européenne, c'est la Turquie, qui a envahi 37% de l'île de Chypre, qui n'est pas considérée comme une partie de la Turquie. La partie envahie par la Turquie, dans le nord de Chypre, est considéré comme un territoire de l'Union européenne occupé illégalement par un tiers. La Turquie revendique également le gaz offshore de toute la Grèce et plusieurs îles de la Grèce. Et chaque jour, je dis bien, des avions turcs vont provoquer les avions grecs qui doivent les raccompagner. Ça fait dépenser énormément d'argent pour ne pas risquer une guerre, pour ne pas l'abattre, parce que les Turcs avaient abattu un avion russe qui avait franchi leur ciel. Les Grecs, pour ne pas tomber dans le piège, doivent les raccompagner chaque jour. Chaque jour, la Grèce menace un membre très important de l'Union européenne. La Turquie. Pardon, la Turquie menace un membre de l'Union européenne. Donc la Turquie menace ou occupe 2 membres de l'Union européenne. Or, la Russie, quant à elle, c'est pas pour la défendre. Moi, je suis totalement contre cette invasion de l'Ukraine. Mais la Russie, elle occupe et elle envahit, et elle agresse un pays qui n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne. Ce n'était pas vraiment notre problème. Hiérarchiquement, la Turquie est plus un ennemi de l'Union européenne et de l'OTAN et de la France et des pays européens que ne l'est la Russie. La Russie, elle occupe un pays qui est une ancienne de ses colonies, si on veut, ou un ancien bout de l'Union soviétique. Ce n'était pas une affaire européenne. Donc quand on veut promettre, c'est les discussions actuelles, à M. Zelensky, une entrée rapide, accélérée, en 2 temps, illégale, contraire aux habitudes et aux traités, une adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine, c'est une véritable folie. Parce que comme il y a un article de sécurité collective à l'intérieur, de solidarité à l'intérieur du traité de l'Union européenne, alors là, ça va nous rendre obligés d'être belligérants. Et cet article de l'Union européenne est plus dur que l'article 5 de l'OTAN. Faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne est une folie stratégique. C'est s'inventer et mettre à l'intérieur de notre corps une guerre qui était extérieure.
C'est comme si on voulait agrandir l'Union européenne à l'Irak ou à l'Iran. Imaginez la folie. Et bien là, on veut faire la même chose avec l'Ukraine. On est en train de s'élargir à des problèmes. Avant, on s'élargissait à des amis. Giscard avait dit la Grèce, c'est Platon, on refuse pas Platon. Après, c'était les Espagnols, les Portugais, c'était des amis, mais inoffensifs. Maintenant, on veut s'élargir à des pays extrêmement belligènes, à de véritables bombes à retardement. Une folie stratégique s'est emparée de nos élites. S'élargir à des pays belligènes, eh bien, Alexandre Dalvol, ce sera le mot de la fin. Merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous avez publié l'essai Le Nouvel Ordre Post-Occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Dalvol, merci encore. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et d'ajouter un petit pouce. C'est indispensable pour la réussite de Choc du Monde. Merci pour votre fidélité.